Le château de Claudine. Bonsoir ou bonjour à toi selon l'heure où tu nous écoutes. Dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu viens. Et surtout, quelle température fait-il chez toi aujourd'hui? L'automne de 1922 tombait sur les collines de Provence comme un linceul doré. Le château de Valmont se dressait au sommet d'une colline isolée, à 3 kilomètres du village de Saint-Rémy-les-Oliviers, comme une dent noire contre le ciel gris. Ces tours carrées, construites au XVIIe siècle, avaient vu passer les guerres, les famines et les révolutions, mais jamais elles n'avaient abrité un secret aussi terrible que celui qui allait s'y révéler. Claudine de Valmont avait 32 ans lorsqu'elle épousa Édouard de Valmont en 1920. C'était un mariage arrangé, comme il était encore d'usage dans les grandes familles provençales. Édouard, héritier d'une fortune considérable bâtie sur le commerce du vin et de l'huile d'olive, avait 20 ans de plus qu'elle. Claudine était la fille cadette d'une famille de petite noblesse ruinée de Marseille, belle comme un tableau de Botticelli, avec ses cheveux noirs ondulés qui cascadaient jusqu'à sa taille fine, ses yeux verts émeraude qui semblaient contenir tous les mystères de la Méditerranée, et sa peau d'albâtre que le soleil de Provence n'avait jamais réussi à brunir. Les villageois se souvenaient du jour de leur mariage dans l'église Saint-Michel du village. Claudine portait une robe de soie ivoire brodée de perles, un voile de dentelle de Calais, qui avait appartenu à sa grand-mère, et dans ses mains gantées de blanc, elle tenait un bouquet de roses blanches et de lavande. Mais ce qui avait frappé tous ceux qui étaient présents, c'était son regard. Ses yeux ne regardaient pas Édouard avec amour, ni même avec résignation. Ils regardaient au-delà vers les vitraux colorés de l'église, vers la lumière qui filtrait à travers le verre ancien, comme si elle cherchait une échappatoire que personne d'autre ne pouvait voir. Édouard de Valmont était un homme austère et méthodique. Grand, maigre, avec des cheveux gris peignés en arrière et une moustache soigneusement taillée, il incarnait la rigueur de sa classe sociale. Il ne buvait jamais plus d'un verre de vin à table, ne riait que rarement, et passait la majorité de ses journées dans son bureau à gérer ses affaires avec une précision mathématique. Il avait épousé Claudine non par amour, mais parce qu'il avait besoin d'une héritière pour perpétuer le nom de Valmont, et parce que sa beauté serait un atout lors des réceptions qu'il organisait pour ses associés commerciaux. Le château lui-même était un lieu de contradiction. De l'extérieur, avec ses murs de pierre ocre et ses volets verts, il conservait le charme rustique des bastides provençales. Mais à l'intérieur, Édouard avait imposé un style austère et presque monastique. Les murs étaient nus, peints en blanc cassé, sans les tapisseries et les tableaux qui auraient dû les orner. Les meubles étaient fonctionnels, dépourvus des ornements dorés de l'époque. Seule la bibliothèque, au premier étage, conservait un semblant de chaleur avec ses rayonnages de chêne, remplis de livres anciens, et son grand fauteuil de cuir près de la cheminée. Claudine détestait le château dès le premier jour. Elle le trouvait froid, oppressant, comme une prison déguisée en demeure seigneuriale. Sa chambre, qu'elle ne partageait pas avec Édouard, il avait insisté pour avoir des chambres séparées par convenance, donnait sur le nord, là où le soleil ne pénétrait jamais. Le lit à baldaquin massif et sombre lui rappelait un catafalque. La nuit, elle entendait le vent hurler à travers les couloirs, faire grincer les volets, et parfois, elle aurait juré entendre des pas dans le corridor, mais quand elle ouvrait la porte, il n'y avait personne. Les domestiques du château étaient peu nombreux. Madame Bertrand, la gouvernante, était une femme sévère d'une 60aine d'années qui avait servi la famille de Valmont pendant 40 ans. Jules, le majordome, était un homme voûté d'environ 50 ans, au visage émacié marqué par la petite vérole qui boitait légèrement de la jambe gauche, séquelle de la Grande Guerre. Et puis, il y avait Marie, la jeune femme de chambre de 20 ans, une fille du village aux joues rondes et aux yeux bleus candides, qui était la seule à montrer un semblant de chaleur humaine à Claudine. C'est Marie qui, 3 mois après le mariage de Claudine, lui murmura la première mise en garde. C'était un après-midi d'octobre, et Claudine se trouvait dans le petit jardin intérieur du château, essayant de cultiver des roses dans un carré de terre protégé des vents. Marie était venue lui apporter du thé. « Madame, » avait-elle dit d'une voix tremblante, en regardant nerveusement autour d'elle, « je dois vous dire quelque chose. À propos du château. Il y a eu une autre Madame de Valmont avant vous, Isabelle. Elle est morte il y a 5 ans. On dit au village qu'elle s'est jetée de la tour nord. Un frisson avait parcouru l'échine de Claudine. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que vous lui ressemblez, madame. Vous avez les mêmes cheveux noirs, les mêmes yeux verts, et parce que, avant de mourir, elle avait changé.
Elle était devenue silencieuse, distante, comme si quelque chose dans ce château lui volait son âme petit à petit. Ce soir-là, pendant le dîner, Claudine tenta d'aborder le sujet avec Édouard. Ils mangèrent dans la grande salle à manger, assis aux extrémités opposées d'une table qui aurait pu accueillir 20 personnes. « Édouard, avait-elle commencé, j'ai entendu dire que vous aviez été marié avant moi, à une femme nommée Isabelle. » Le visage d'Édouard s'était figé. « C'est du passé, cela ne vous concerne pas, mais j'aimerais savoir... » « J'ai dit que cela ne vous concerne pas. » Sa voix était devenue glaciale, coupante comme un rasoir. Isabelle était malade de l'esprit. « C'est une tragédie que je préfère oublier. Je vous conseille de faire de même. » Mais loin de la dissuader, cette interdiction n'avait fait qu'aiguiser sa curiosité. Les jours suivants, Claudine commença à explorer le château de manière systématique. Elle découvrit qu'il était bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait d'innombrables pièces secondaires, des chambres d'amis jamais utilisées, des débarras remplis de vieux meubles recouverts de draps blancs, une chapelle privée au 2e étage, dont l'autel était nu et le crucifix recouvert d'une épaisse couche de poussière. Et puis il y avait la tour nord. La tour nord était toujours fermée à clé. Un matin de novembre, alors qu'Édouard était parti à Avignon pour affaires, Claudine décida qu'elle devait voir ce qu'il y avait dans cette tour. Elle fouilla le bureau d'Édouard et trouva une petite boîte en bois de rose contenant plusieurs clés anciennes. L'une d'elles portait l'inscription « Tour Nord ». Le cœur battant, Claudine monta au 2e étage et s'engagea dans le long couloir qui menait à la tour Nord. Arrivée devant la porte, elle hésita un instant, puis inséra la clé dans la serrure. Le mécanisme résista d'abord, rouillé par les années d'inactivité, puis céda avec un cliquetis métallique. Un escalier en colimaçon étroit s'élevait dans l'obscurité. L'air qui en sortait était vicié, chargé d'humidité et d'une odeur indéfinissable, à la fois moisie et douceâtre, qui donna immédiatement la nausée à Claudine. Elle monta les marches de pierre usées par les siècles. Les murs suintaient d'humidité. Après ce qui lui sembla une éternité, elle arriva au sommet. Une autre porte, plus petite, non verrouillée, donnait accès à la chambre du sommet de la tour. La pièce circulaire qui s'offrit à sa vue lui coupa le souffle. Contrairement au reste du château, cette chambre était richement décorée. Les murs étaient tendus de tissus damassés rouge sombre, presque pourpre. Un grand lit à baldaquin occupait le centre de la pièce. Une coiffeuse en bois de rose était toujours garnie de flacons de parfum vides et d'une brosse à cheveux en argent. Sur une commode, une collection de poupées de porcelaine était disposée, leurs visages figés dans des sourires inquiétants. Mais ce qui glaça vraiment le sang de Claudine, ce fut le portrait. Accroché au-dessus du lit, dans un cadre doré orné de chérubins, se trouvait le portrait grandeur nature d'une femme. Une femme aux longs cheveux noirs ondulés, aux yeux verts émeraude, à la peau d'albâtre. Une femme qui ressemblait trait pour trait à Claudine elle-même. Elle s'approcha du portrait, hypnotisée. La signature dans le coin inférieur droit indiquait « Isabelle de Valmont, 1917 ». À cet instant, elle entendit un bruit derrière elle, un froissement de tissu. Elle fit volte-face, mais il n'y avait personne. Les rideaux du lit oscillaient doucement. Puis, très lentement, elle entendit autre chose, une voix de femme, un murmure à peine audible, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Claudine poussa un cri étouffé et se précipita vers la porte. Elle dévala l'escalier en courant, traversa le couloir, claqua la porte de la tour derrière elle et ne s'arrêta que lorsqu'elle fut en sécurité dans sa propre chambre, haletante et tremblante de tous ses membres. Le lendemain matin, épuisée mais incapable de rester au lit plus longtemps, Claudine descendit à la cuisine. Marie était déjà là. En voyant Claudine, pâle et défaite avec des cernes profonds sous les yeux, la jeune femme s'alarma. « Marie, il faut que tu me parles d'Isabelle. J'ai besoin de savoir. » Marie hésita, puis s'assit en face de Claudine et commença à parler à voix basse. « Isabelle est venue au château il y a 7 ans, en 1915. Au début, elle semblait heureuse, elle souriait beaucoup, elle était gentille avec tout le monde. Mais après quelques mois, elle a commencé à changer. Elle ne venait plus au village. Les rares fois où on la voyait, elle portait toujours des robes à manches longues et des cols hauts, même en plein été. Ma mère, qui était blanchisseuse, a remarqué des taches de sang sur certaines de ses chemises de nuit et des marques étranges, comme des brûlures. Des brûlures. Oui, madame, circulaires, comme faites avec un cigare. Et puis, il y a eu l'incident avec le chien. Monsieur Édouard avait un chien de chasse nommé Brutus. Un jour, on a trouvé l'animal mort dans le jardin, la gorge tranchée.
Monsieur Édouard a accusé Isabelle. Après cela, elle a été enfermée dans la tour nord. On ne l'a plus jamais revue vivante. Marie s'essuya les yeux. 3 mois plus tard, un matin de septembre 1917, Jules l'a trouvée au pied de la tour, sur les pavés de la cour intérieure. Elle s'était jetée par la fenêtre pendant la nuit. Le docteur Ferrand a conclu au suicide. Et personne n'a jamais mis en doute la version du suicide. Au village, tout le monde savait. Mais que pouvions-nous faire? Monsieur Édouard est puissant. Et puis Isabelle était déjà morte. À ce moment, la cloche de l'entrée principale retentit. « C'est Monsieur Édouard qui rentre, il ne devait pas revenir avant demain. » Claudine paniqua. La clé. Elle l'avait laissée dans la serrure de la porte quand elle avait fui la veille. Elle remonta en courant au 2e étage. Mais en arrivant devant la porte de la tour nord, elle s'arrêta net. La clé n'était plus là. Elle entendit les pas d'Édouard qui montaient l'escalier. Elle n'avait plus le choix. Elle tourna la poignée de la porte de la tour. Elle n'était pas verrouillée. Et se glissa à l'intérieur, refermant doucement la porte derrière elle. Elle se plaqua contre la porte, retenant son souffle. Elle l'entendit s'arrêter de l'autre côté, si proche. Il resta là un long moment, puis s'éloigna vers sa chambre. Claudine attendit dans le noir de l'escalier. Alors qu'elle attendait, elle commença à percevoir des détails qu'elle n'avait pas remarqués la veille. Des marques sur les murs de pierre, des égratignures, comme si quelqu'un avait griffé la pierre avec ses ongles, et plus bas des taches sombres qui auraient pu être du sang séché. Un son l'attira de ses pensées, un grincement venait d'en haut, et puis, à nouveau, cette voix, ce murmure. « Vous êtes revenu. » « Pourquoi êtes-vous revenu ?» Claudine voulut crier, courir, mais son corps ne lui obéissait plus. « N'ayez pas peur, » continua la voix, plus distincte maintenant. « Je ne vous veux pas de mal. Vous êtes comme moi. Vous êtes sa nouvelle victime. »« Isabelle » chuchota Claudine. « C'est vous ? Je suis ce qu'il reste d'Isabelle. Une ombre, un avertissement. Il va vous tuer, Claudine, comme il m'a tué, comme il a tué celle d'avant moi et celle d'avant elle. Vous n'êtes pas la première. Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il le peut. Il nous choisit soigneusement, des femmes sans famille proche, sans fortune, des femmes qui lui ressemblent physiquement, cheveux noirs, yeux verts, peau pâle, c'est sa fixation. Celle d'avant vous, qui était-elle? Marguerite. Elle est venue en 1910. On l'a retrouvée noyée dans le puits 6 mois plus tard. Et avant elle, il y avait Céleste, en 1905. Elle s'est pendue dans la grange. Et avant Céleste, il y en avait d'autres. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Édouard revenait. Claudine grimpa les marches et se glissa dans la chambre, se cachant derrière le rideau du baldaquin. Édouard monta jusqu'à mi-chemin de l'escalier et parla. « Je sais que tu es là, ma chère. Tu ressembles tellement à Isabelle. Mais tu n'es pas Isabelle, tu es Claudine. Et Claudine va apprendre à m'obéir. Ou Claudine va rejoindre Isabelle. » Il redescendit et sortit, verrouillant la porte derrière lui. Claudine était maintenant vraiment piégée. Claudine passa 3 jours enfermée dans la tour, 3 jours sans nourriture ni eau. Pendant ce temps, elle explora la chambre et trouva une vieille malle sous le lit, remplie de vêtements qui avaient appartenu à Isabelle. Au fond de la malle, elle découvrit un journal intime relié de cuir rouge. Les premières entrées datèrent de 1915 et respiraient l'optimisme. Mais au fil des pages, le ton changeait, devenait plus sombre. 2 juin 1915. Édouard n'aime pas que je sorte sans sa permission. Parfois, je me sens comme un oiseau en cage. 18 août 1915. J'ai cassé un vase. Édouard s'est mis dans une rage terrible. Puis il s'est calmé et m'a offert un collier de perles pour se faire pardonner. 30 octobre 1915. Je crois qu'Édouard me drogue. Monté à un goût étrange. Après l'avoir bu, j'ai des vertiges et des visions. 12 février 1916. Il me brûle avec ses cigares. Sur mes bras, mes cuisses. Des endroits que personne ne verra. Et puis, l'avant-dernière entrée datée du 20 août 1917, je sais maintenant qu'il va me tuer. J'ai découvert les tombes. Dans la cave, derrière le mur de pierre au fond, il y a 3 corps enterrés là, 3 femmes. L'une d'elles portait un collier avec le nom Marguerite. Ce sont ses anciennes épouses, toutes mortes. Et je serai la prochaine. La dernière entrée n'était qu'une phrase répétée encore et encore. Il va me tuer. Il va me tuer. Il va me tuer. Maintenant vous savez, dit la voix d'Isabelle dans l'obscurité. Maintenant vous devez partir, avant qu'il ne soit trop tard.
Le deuxième jour, affaiblie par la faim et la soif, Claudine commença à avoir des hallucinations. Elle voyait Isabelle clairement maintenant. Une jeune femme éthérée en robe blanche tachée de sang. D'autres formes apparurent. 3 autres femmes, chacune en robe blanche. Marguerite, Céleste et une troisième dont Claudine ne connaissait pas le nom. « Nous sommes toutes là, » dit Marguerite. « Nous attendons justice depuis si longtemps. »« Aidez-moi alors, » supplia Claudine. « Nous ne pouvons qu'être témoins, mais vous êtes encore vivante. Vous avez encore le pouvoir de changer les choses. » Le troisième jour, Claudine entendit la clé tourner dans la serrure. Elle était si faible qu'elle pouvait à peine bouger. Les pas d'Édouard montèrent l'escalier. Elle ferma les yeux, faisant semblant d'être inconsciente. La porte s'ouvrit. Édouard s'approcha du lit. « Ma pauvre Claudine, tu as été méchante, très méchante. Mais ne t'inquiète pas, tout sera bientôt terminé. » Elle sentit ses mains froides qui la soulevaient du lit. Elle garda les yeux fermés, son corps flasque. Il la porta vers la fenêtre. « C'est dommage, tu étais vraiment très belle, mais tu es trop curieuse. Isabelle aussi était comme ça. C'est pour ça que je dois toujours en finir rapidement. » Il l'appuya contre le rebord de la fenêtre. L'air froid fouettait le visage de Claudine. Elle savait qu'elle n'avait qu'une seule chance. « Maintenant !» cria la voix d'Isabelle. Claudine ouvrit brusquement les yeux et enfonça ses doigts dans les yeux d'Édouard avec toute sa force. Il hurla de douleur, la lâchant. Claudine tomba en arrière, roula sur le côté et rampa désespérément vers la porte. Elle atteignit la porte, se lança dans l'escalier, descendit en trébuchant. Derrière elle, Édouard descendait aussi. « Tu ne peux pas m'échapper, ce château est une prison !» Claudine atteignit le bas de l'escalier et se jeta sur la porte. Elle était déverrouillée. Édouard ne s'était pas donné la peine de la refermer à clé. Elle se précipita dans le couloir. « La cave !» siffla la voix d'Isabelle. « Allez dans la cave, trouvez les preuves !» Claudine courut vers l'escalier de service, le dévala jusqu'au sous-sol. Elle atteignit une porte massive renforcée de fer qui donnait sur une cave à vin. Elle chercha frénétiquement le passage secret dont Isabelle avait parlé dans son journal. Ses doigts trouvèrent une irrégularité dans le mortier du mur du fond. Elle poussa, et soudain, une section du mur pivota, révélant un tunnel étroit. Elle se glissa dans l'ouverture et avança à tâtons dans le noir. Le tunnel s'élargit en une petite chambre. Une grille dans le plafond laissait filtrer un peu de lumière. Et dans cette lumière grise, Claudine vit ce qu'Isabelle avait trouvé. 3 tombes. 3 rectangles de terre fraîchement remués, marqués chacun d'une pierre plate grossièrement gravée. Marguerite Dufour, 1877-1910. Céleste Arnaud, 1883-1905. Sophie Moreau, 1875-1900. 22 ans de meurtre. Et personne n'avait jamais rien soupçonné. À ce moment, la lumière du tunnel s'obscurcit. Édouard venait d'entrer. Claudine le vit tenant quelque chose dans sa main. Un couteau, un long couteau de cuisine dont la lame brillait sinistrement. Claudine recula jusqu'à ce que son dos touche le mur. Il n'y avait nulle part où fuir. Édouard s'approcha lentement, savourant sa terreur. « Tu sais ce qui me fascine, » dit-il. « C'est votre capacité à croire en l'amour, en la bonté, même face aux preuves les plus accablantes. Sophie croyait jusqu'à la fin que je l'aimais. Céleste pensait qu'elle pouvait me changer. Marguerite a essayé de me raisonner, et Isabelle s'est battue comme une tigresse. »« Pourquoi ?» murmura Claudine. « Pourquoi faites-vous cela ?»« Parce que je le peux, parce que j'ai découvert que je pouvais prendre une vie humaine et m'en sortir sans conséquence. Parce que j'ai l'argent, le pouvoir, le respect. Dans ce monde, Claudine, ce sont les monstres qui gagnent. » Il leva le couteau. Claudine chercha désespérément quelque chose. Ses doigts touchèrent une pierre descellée dans le mur. Elle la saisit, la retira. « Et maintenant, tu vas rejoindre mes autres épouses. » Claudine lança la pierre de toutes ses forces. Elle atteignit Édouard en plein front. Il chancela, lâchant le couteau. Sans réfléchir, Claudine se précipita et récupéra le couteau. Alors qu'Édouard se redressait, encore étourdi, elle le planta dans son ventre avec toute sa force. Le temps sembla se figer. Édouard baissa les yeux vers le manche du couteau, son visage exprimant la surprise. Il leva les yeux vers Claudine, et dans ce regard, elle vit pour la première fois quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu, de la peur. Il tomba à genoux, puis sur le côté, son sang se répandant sur la terre battue. Mais il ne mourut pas immédiatement. Il se mit à parler, les mots sortant en flots continus. « Ma mère m'enfermait dans la cave quand j'étais enfant, dans le noir. Pendant des jours, elle me brûlait avec des bougies, et mon père ne faisait rien.
J'avais 8 ans la première fois que j'ai tué. Un chat. J'ai ressenti du pouvoir, du contrôle. Il toussa, du sang au coin de sa bouche. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai tué ma mère. Du poison dans son thé. Mon père est mort 6 mois plus tard, et j'ai hérité de tout. J'étais enfin libre. Il tourna la tête vers Claudine. Sophie était la première. Je l'ai épousée, amenée ici, et pendant 6 mois, j'ai expérimenté. Jusqu'où pouvais-je aller? Combien y en a-t-il eu vraiment? Demanda Claudine, tremblante. Plus que ces 4 tombes. Beaucoup plus. Avant le château, il y avait Paris. Avant Paris, Marseille, des prostituées, des servantes, des femmes que personne ne chercherait. Mais les épouses étaient différentes, plus satisfaisantes. Le mariage donnait une couverture parfaite. Vous êtes un monstre. Je suis ce que le monde m'a fait. Un monstre engendré par des monstres. Sa respiration se fit plus faible. Les voilà, je les vois, toutes. Sophie, Céleste, Marguerite, Isabelle, et les autres, tant d'autres. Elles viennent me chercher. Un dernier râle s'échappa de sa gorge. Ses yeux restèrent ouverts, fixes, vides. Il était mort. Claudine tomba à genoux, non pas de chagrin mais d'épuisement total. Elle avait survécu, mais elle avait tué un homme. Tu as fait ce qui était nécessaire, dit doucement Isabelle. Tu as arrêté quelque chose de terrible. Tu nous as vengés. Mais je l'ai tué, sanglota Claudine. Je suis devenue comme lui. Non, dit fermement Marguerite. Tu n'es rien comme lui. Il tuait par plaisir. Tu t'es défendu. Tu as protégé ta vie et celle de toutes les futures victimes qu'il aurait faites. Claudine se releva péniblement. Elle devait sortir, raconter aux autorités ce qui s'était passé, faire éclater la vérité. « Que va-t-il vous arriver maintenant ?» demanda-t-elle au fantôme. Isabelle sourit paisiblement. « Maintenant que justice est faite, nous pouvons enfin partir. Nous pouvons enfin trouver la paix. » Une par une, les 4 femmes commencèrent à s'estomper. Avant de disparaître, Isabelle murmura « Merci, Claudine. Merci de nous avoir libérés. » Claudine sortit du tunnel en titubant. Elle grimpa l'escalier et se retrouva face à Madame Bertrand. « Madame de Valmont, qu'est-ce qui... Où est monsieur ?»« Il est mort, dans la cave. Je l'ai tué, en légitime défense. » Le plateau tomba des mains de Madame Bertrand avec fracas. « Vous avez tué monsieur? Il essayait de me tuer, comme il a tué Isabelle, et Marguerite, et Céleste, et Sophie, et combien d'autres ?» Claudine avança. « Vous saviez, n'est-ce pas? Vous saviez ce qu'il était. » Le visage de Madame Bertrand se décomposa. « Je ne pouvais rien faire. Il m'aurait tué aussi. Il a dit qu'il tuerait toute ma famille si je parlais. Vous auriez pu sauver ces femmes. Mais vous avez choisi de protéger votre propre vie. » Des larmes coulèrent sur les joues de la vieille femme. « Je suis désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. » Claudine se dirigea vers le bureau d'Édouard où se trouvait le téléphone. « Appelez la police, leur montrer les tombes, leur raconter tout, et vous allez tout leur dire aussi. » Elle composa le numéro de la gendarmerie d'Avignon. « Je m'appelle Claudine de Valmont. Je dois signaler un meurtre. Non, plusieurs meurtres. Au château de Valmont, envoyez des gendarmes. Et le médecin légiste, il y a des corps à exhumer. » Les heures suivantes furent un tourbillon. Les gendarmes arrivèrent avec le capitaine Renard. Claudine, enveloppée dans une couverture, assise dans le salon, leur raconta tout. Le mariage avec Édouard, l'isolement progressif, la découverte de la tour nord, le journal d'Isabelle, les tombes secrètes, l'agression finale et sa défense. Le capitaine Renard l'écouta attentivement, prenant des notes. Madame Bertrand, assise dans un coin, confirma l'histoire de Claudine, ajoutant ce qu'elle savait des précédentes épouses. « Et vous dites qu'il y a 4 corps enterrés dans une chambre secrète de la cave ?» demanda le capitaine. « Oui. 3 tombes marquées. Sophie Moreau, morte en 1900. Céleste Arnaud, morte en 1905. Marguerite Dufour, morte en 1910. Isabelle de Valmont est au cimetière du village. Mais ce n'était pas un suicide. Mon mari l'a assassinée. » Le capitaine se leva. « Lieutenant Dubois, prenez sa déposition. Je vais examiner cette cave. » Pendant que Claudine répétait son histoire, elle entendit des exclamations venant des sous-sols. Les gendarmes avaient trouvé le passage secret. Ils avaient vu les tombes et le corps d'Édouard. Le docteur Ferrand arriva peu après. Il examina Claudine, constatant la déshydratation, la malnutrition, les ecchymoses. Cette femme a été privée de nourriture et d'eau pendant plusieurs jours. Elle montre des signes de traumatisme sévère. Sa version est cohérente avec ses blessures.
Puis le docteur descendit examiner le corps d'Édouard et les tombes. Quand il remonta, son visage était pâle. Coup de couteau dans l'abdomen, mort lente. Les tombes sont authentiques. Les squelettes montrent des signes de violence. Mon Dieu, c'est un charnier. Le capitaine Renard revint voir Claudine. Madame de Valmont, j'ai vu les tombes. J'ai vu le journal d'Isabelle. J'ai parlé avec Madame Bertrand. Je crois à votre version des événements. Claudine sentit un poids se soulever. Alors je ne serai pas arrêté. Il y aura une enquête. Mais il semble clair que vous avez agi en légitime défense contre un homme qui était un danger mortel. Avez-vous un endroit où aller? De la famille? Claudine secoua la tête. Ma famille est morte. C'est pour ça qu'Édouard m'a choisi. Vous pouvez rester chez moi, madame, proposa Marie. Nous avons une petite maison au village. C'est une bonne idée. Le château va être considéré comme une scène de crime. Cette nuit-là, Claudine quitta le château de Valmont pour ne jamais y retourner. Dans la charrette qui l'emmenait au village, elle regarda le château s'éloigner. Dans la lumière de la lune, ses tours se découpaient contre le ciel comme des dents noires. Mais il ne lui faisait plus peur. Les fantômes étaient partis. Les secrets étaient révélés. 3 mois plus tard, février 1923, le procès, ou plutôt l'absence de procès, fit scandale dans toute la Provence et au-delà. Les journaux de Marseille, d'Avignon et même de Paris couvrirent l'affaire avec des titres sensationnalistes. Le Barbe Bleue de Provence, le Château des Horreurs, le Monstre de Valmont. L'exhumation des 3 corps dans la cave confirma ce qu'Isabelle avait écrit. Les médecins légistes trouvèrent des preuves de violence extrême, crâne fracturé, côte brisée, et dans le cas de Sophie Moreau, des traces de poison dans les cheveux et les ongles qui avaient survécu à la décomposition. Le corps d'Isabelle fut également exhumé de son coin isolé du cimetière. L'examen révéla des fractures cohérentes avec une chute, mais aussi des hématomes anciens, des marques de brûlures guéries et surtout des fragments de peau sous ses ongles. Elle s'était battue. Elle avait griffé son agresseur. L'analyse révéla que ces fragments correspondaient au groupe sanguin d'Édouard, mais ce furent les témoignages qui choquèrent vraiment la France. Madame Bertrand, brisée par la culpabilité, raconta tout. Comment elle avait vu Édouard brutaliser ses épouses, comment elle avait trouvé des taches de sang, comment il l'avait menacée, elle et sa famille, si elle parlait. Jules, l'homme à tout faire, fut arrêté comme complice. Il avoua avoir aidé Édouard à enterrer les corps, à falsifier des documents, à dissimuler les preuves. Il plaida qu'il avait agi sous la contrainte. Le juge ne fut pas clément. Jules fut condamné à 20 ans de travaux forcés. D'autres témoins émergèrent, des villageois qui avaient vu les épouses d'Édouard devenir progressivement plus pâles, plus maigres, plus terrifiées. Des commerçants qui se souvenaient d'Isabelle, essayant discrètement de poster une lettre, seulement pour qu'Édouard arrive et la confisque. Un ancien domestique qui avait quitté le château en 1912 parce qu'il ne supportait plus l'atmosphère de mort. L'enquête révéla quelque chose de plus troublant encore. En fouillant les papiers d'Édouard, les gendarmes trouvèrent un journal, un registre méticuleux qu'il avait tenu pendant 25 ans, un catalogue de ses crimes. Le journal détaillait non seulement les 4 épouses, mais aussi 13 autres victimes antérieures, des prostituées à Marseille quand il était jeune homme, des servantes qui avaient mystérieusement démissionné, une institutrice avec qui il avait eu une liaison en 1895 et qui avait été retrouvée noyée dans un canal. Chaque entrée décrivait la victime, la méthode utilisée et, de manière glaçante, les sensations qu'Édouard avait éprouvées en tuant. Le scandale ébranla la haute société provençale. Comment un tel monstre avait-il pu opérer pendant si longtemps sans être inquiété? Des questions furent posées au maire de Saint-Rémy-les-Oliviers, au notaire, au curé, à tous ceux qui auraient dû voir les signes. Certains perdirent leur position, d'autres furent ostracisés socialement. Quant à Claudine, elle ne fut jamais inculpée. Le juge d'instruction conclut qu'elle avait agi en légitime défense face à un danger mortel immédiat. L'opinion publique la considéra comme une héroïne, la femme qui avait enfin arrêté le monstre de Valmont. Mais Claudine ne se sentait pas comme une héroïne. Les cauchemars la hantaient chaque nuit. Elle revoyait les yeux d'Édouard mourant. Elle entendait ses confessions. Elle sentait le poids du couteau dans sa main et la résistance de la chair quand elle l'avait enfoncé. Elle vivait toujours avec Marie et sa mère dans leur petite maison du village. Les villageois étaient gentils avec elle, mais elle voyait la façon dont ils la regardaient, avec un mélange de pitié, d'admiration et une pointe de peur.
Elle était la femme qui avait tué, même si c'était justifié, même si c'était nécessaire, elle avait pris une vie. Le château de Valmont fut mis sous séquestre. Aucun héritier ne se présenta pour le réclamer. Il fut finalement vendu aux enchères. Le nouveau propriétaire, un industriel de Lyon, avait l'intention d'en faire un hôtel. Mais les travaux s'arrêtèrent rapidement. Les ouvriers refusaient de travailler dans le château maudit. Ils racontaient des histoires de voix entendues dans les couloirs vides, d'ombres aperçues dans la tour nord, de sensations de malaise inexplicables. Le château fut finalement abandonné. Au fil des ans, il tomba en ruine. Les villageois évitaient de passer près de ces murs effondrés. Des histoires circulaient. On disait que par les nuits sans lune, on pouvait voir 4 femmes en robe blanche se promener dans les jardins envahis par les ronces. On disait qu'on entendait des pleurs venant de la tour nord. On disait que le château ne laisserait jamais oublier les horreurs qu'il avait abritées. Mai 1924, 1 an et demi après les événements, Claudine se tenait devant le cimetière de Saint-Rémy-les-Oliviers. Le printemps était revenu, transformant les collines de Provence en un océan de lavandes violettes et de coquelicots rouges. L'air sentait le thym sauvage et le romarin. C'était une belle journée, le genre de journée qui semblait se moquer de la tristesse et de l'horreur. Elle passa devant les tombes bien entretenues des familles respectables du village, puis se dirigea vers le coin nord-est. C'était ici qu'on enterrait autrefois les suicidés, les indigents, les personnes non désirables. Mais les choses avaient changé. Grâce à la révélation de la vérité, grâce au nouveau curé qui avait remplacé l'ancien, Isabelle et les 3 autres femmes avaient été réenterrées avec dignité. 4 tombes blanches identiques se dressaient maintenant côte à côte, chacune marquée d'une pierre tombale en marbre gravé avec soin. Isabelle de Valmont, 1892-1917, victime d'un monstre, que Dieu accueille ton âme. Sophie Moreau, 1875-1900, tu n'es plus oubliée, Céleste Arnaud, 1883-1905, repose en paix, Marguerite Dufour, 1877-1910, nous nous souvenons. Claudine posa un bouquet de lavande fraîche sur chaque tombe. Elle s'agenouilla dans l'herbe humide de rosée et parla doucement aux mortes. « Je ne vous oublie pas, je ne vous oublierai jamais. Vous m'avez sauvé autant que je vous ai vengé. Sans vos avertissements, sans votre présence, je serais morte comme vous. » Le vent souffla doucement à travers les cyprès du cimetière, portant avec lui le parfum de la lavande. Et pendant un instant, Claudine aurait juré avoir entendu des voix, 4 voix de femmes, douces et paisibles, murmurant « Merci ». Elle resta là longtemps, assise dans l'herbe entre les tombes, laissant le soleil de Provence réchauffer son visage. Lentement, très lentement, elle commençait à guérir. Les cauchemars étaient toujours là, mais moins fréquents. La peur constante qui avait été sa compagne pendant ces mois au château s'estompait petit à petit. Elle avait reçu une lettre la semaine précédente d'un avocat de Marseille. Il s'avérait qu'une tante éloignée, qu'elle ne connaissait même pas, était décédée et lui avait laissé une petite somme d'argent et une maison modeste dans le vieux port de Marseille. Pas une fortune, mais assez pour recommencer. Assez pour être indépendante. Marie lui avait demandé si elle comptait partir. Claudine avait répondu qu'elle ne savait pas encore. Une partie d'elle voulait fuir la Provence, fuir les souvenirs, fuir le château en ruine qui dominait toujours la colline comme un rappel constant de l'horreur. Mais une autre partie sentait qu'elle devait rester, au moins un peu plus longtemps, pour les mortes, pour s'assurer que leur histoire ne serait jamais oubliée. Elle avait commencé à écrire un livre, l'histoire complète de ce qui s'était passé au château de Valmont. Les journaux avaient publié des articles sensationnalistes, mais ils avaient manqué l'essence de ce qui s'était vraiment passé. Ils avaient fait d'Édouard un monstre de conte de fées, quelque chose d'autre qu'humain, comme si cela le rendait unique. Mais Claudine savait la vérité. Édouard n'était pas unique. Il y avait d'autres hommes comme lui, partout. Des hommes qui utilisaient leur pouvoir pour contrôler, brutaliser, détruire. Des hommes protégés par leur position sociale, leur richesse, par un système qui préférait regarder ailleurs plutôt que de confronter les vérités dérangeantes. Son livre serait un avertissement, un témoignage, une bougie dans l'obscurité pour toutes les femmes qui, comme elle, comme Isabelle, comme Sophie, Céleste et Marguerite, se trouvaient piégées dans des situations impossibles. Elle se leva lentement, ses genoux protestants après être restée agenouillée si longtemps. Elle jeta un dernier regard aux 4 tombes blanches qui brillaient dans le soleil de mai. « Au revoir », murmura-t-elle, « dormez bien. Vous êtes en sécurité maintenant. Toutes. » Elle quitta le cimetière et prit le chemin qui descendait vers le village.
Derrière elle, sur la colline, les ruines du château de Valmont se découpaient contre le ciel bleu. Bientôt, la nature le reprendrait complètement. Les murs s'effondreraient, les tours s'écrouleraient. Dans 100 ans, il ne resterait peut-être plus rien qu'un tas de pierres recouvertes de lierre et de vignes sauvages. Mais l'histoire survivrait, dans le livre de Claudine, dans les mémoires du village, dans les leçons apprises et les questions posées. Comment avait-on pu laisser cela se produire? Comment pouvait-on s'assurer que cela ne se reproduirait jamais? Claudine ne connaissait pas toutes les réponses, mais elle savait une chose. Le silence était complice, l'indifférence était complice. La peur qui empêchait de parler était complice. Isabelle avait essayé de demander de l'aide et avait été ignorée. Marguerite avait tenté de s'échapper et avait été trahie. Céleste et Sophie n'avaient même pas eu cette chance, isolées si complètement qu'elles n'avaient personne vers qui se tourner. Mais les choses pouvaient changer, devaient changer. Et peut-être, juste peut-être, leur sacrifice n'aurait pas été complètement vain s'il aidait à protéger ne serait-ce qu'une seule autre femme. Alors que Claudine entrait dans le village, les cloches de l'église sonnèrent à midi. Marie l'attendait devant la boulangerie avec un panier de pain frais et son sourire chaleureux habituel. « Vous êtes allé au cimetière » demanda Marie doucement. Claudine hocha la tête. « Oui, j'avais besoin de leur dire au revoir. Je pars pour Marseille la semaine prochaine. » Le sourire de Marie vacilla légèrement, mais elle reprit vite contenance. « Vous allez me manquer, madame, mais je comprends. Vous avez besoin de recommencer loin d'ici. Tu vas me manquer aussi, Marie. Tu m'as sauvé la vie plus que tu ne le sauras jamais. » Claudine serra la jeune femme dans ses bras. « Mais je reviendrai, pour visiter les tombes, pour m'assurer qu'on ne les oublie pas. Je m'en occuperai, promit Marie. Chaque semaine, je leur apporterai des fleurs fraîches. Je ne les laisserai jamais être oubliées. » Claudine sourit. Et pour la première fois depuis des mois, c'était un vrai sourire. « Merci, Marie. Pour tout. » Elles marchèrent ensemble vers la petite maison où Claudine avait vécu ces derniers mois. Le soleil brillait haut dans le ciel provençal. Les champs de lavande ondulaient dans la brise, une mer violette qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Quelque part, un coq chantait, des enfants riaient sur la place du village. La vie continuait comme elle l'avait toujours fait, comme elle continuerait toujours. Mais maintenant, au moins, 4 femmes reposaient en paix. Leurs noms étaient gravés dans la pierre, leur histoire était racontée. Et leur mémoire vivrait, portée par les voix de celles qui avaient survécu, par les mots de celles qui avaient osé parler, par le courage de celles qui avaient refusé de rester silencieuses face à l'horreur. Le château de Valmont pouvait tomber en ruine, les murs pouvaient s'effondrer, les tours pouvaient s'écrouler jusqu'à ne devenir que poussière. Mais tant qu'il y aurait quelqu'un pour se souvenir, tant qu'il y aurait quelqu'un pour raconter l'histoire, les mortes ne seraient jamais vraiment parties. Et Claudine, survivante, témoin, vengeur, porterait leur histoire avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Fin. À toutes les femmes qui ont souffert en silence, à toutes celles qui n'ont jamais eu la chance de raconter leur histoire, nous nous souvenons, nous ne vous oublierons jamais.